L'Écosse résume à elle seule la beauté des paysages d'un bout du monde. Aux confins de l'Europe, balayé par les tempêtes, ce territoire d'îles, de montagnes et de lacs éveille l'imagination. À l'ouest des îles britanniques, l'archipel des Hébrides est façonné par la rigueur océane. Une culture millénaire fait vibrer ces terres gaéliques. Dans ces îles, les caprices de la géologie ont longtemps isolé les hommes et forgé leur caractère insulaire. Les Hébrides, ces bouts de terre égarés, sont depuis toujours le royaume sanctuarisé des oiseaux de mer. Les Highlands constituent un paradis pour les passionnés en quête de nature sauvage et majestueuse. Ce sont les montagnes légendaires de l'Écosse, un univers à part, fixé hors du temps. Dans l'archipel des Hébrides, Taïri ne ressemble à aucune autre île. C'est, dit-on, l'endroit le plus ensoleillé d'Écosse, le plus vanté certainement. Taïri compte bien plus de moutons que d'habitants. Le courage des pêcheurs et l'abondance des homards font la réputation de cette île, fière de ses traditions gaéliques. À Taïri, personne ne connaît Alistair MacLean. Pourtant, il n'a jamais quitté l'île où il est né. Comme presque tous les enfants de Taïri dès leur plus jeune âge, Alistair a hérité d'un surnom, Billy, Billy the Box, sa véritable identité. Je pense que chacun a sa propre version de cette histoire. Mon vrai nom, c'est Alistair. Je ne me souviens plus d'où ça vient, ce surnom. Cela vient de mon père, je crois. Lui aussi, on l'appelait Billy. Moi, c'est Billy the Box, parce qu'ici, on appelle l'accordéon The Box. Quand j'étais adolescent, je faisais pas mal de musique chez moi, chez les voisins. Alors, Billy the Box, c'est resté. Ça me colle à la peau. Chaque été, 7000 agneaux partagent le même destin. Le jour de la foire aux moutons de Taïri, qui marque pour eux la fin d'une existence bien paisible. Le reste de l'année, ils sont en totale liberté. Ici, tout le monde est fermier et élève des moutons. Avec la pêche et le tourisme en été, c'est la principale source de revenus des Iliens. Aujourd'hui, Billy est venu donner un coup de main à Colin, son jeune voisin. Ici, plus qu'ailleurs, l'entraide et la solidarité sont des piliers de la communauté. C'est comme ça que ça devrait être partout. Et c'est comme ça que ça se passe sur les îles. On prend soin les uns des autres. Si j'ai besoin d'aide, à 4 h du matin, je passe un coup de fil à Colin et il viendra sans poser de questions. C'est normal, au fond. Et ça simplifie la vie de s'entraider ainsi. Goodbye. Je me souviens quand j'étais à l'école dans le coin, on appelait les vacances d'octobre les vacances patates. C'est la période où on récolte les pommes de terre. Tu ramassais toutes tes pommes de terre, tu rentrais chez toi, content de ton travail, et le lendemain, c'était reparti pour un tour. Il fallait donner un coup de main aux voisins. On le faisait gracieusement. On n'attendait rien en retour. On était solidaires.
1963, je crois. Il n'est pas tout jeune. Dans les îles Hébrides, tout semble aller de soi et être éternel. Même le vieux tracteur de Billy Box connaît les chemins qui mènent à la mer. À 52 ans, Billy possède 2 tracteurs, une dizaine de vaches, une vingtaine de moutons et quelques parcelles de terre pour cultiver juste de quoi vivre et nourrir ses animaux, l'essentiel. Dès que la marée le permet, il se rend à la plage, glaner ce que la mer peut offrir. Si c'est là, il y a bien une raison. Ce que la nature te donne, il faut s'en servir. Les anciens, comme mon père, descendaient tous à la plage pour récolter les algues. Il n'y avait pas vraiment d'engrais à l'époque. Et puis ça coûtait de l'argent de faire venir de l'engrais jusqu'ici et de l'épandre. J'essaie de ramasser des algues le plus possible, mais il n'y en a pas tout le temps. Ça va, ça vient, ça dépend de la météo et de la marée. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu d'aussi belle. Ça, c'est magnifique. Billy ne se contente pas d'être fermier, musicien ou éleveur de moutons. Toutes ses journées commencent de très bonne heure. Sur l'île, il a une autre mission à accomplir. Comme beaucoup d'hommes et de femmes, Billy a dû multiplier les activités professionnelles pour pouvoir rester vivre à Tighery. Depuis plus de 20 ans, c'est l'un des 3 facteurs de l'île. Le plus souvent, c'est des factures ou de la pub. Mais ça me donne du boulot. Même s'il n'y a que 600 habitants sur l'île, la tournée n'attend pas. Billy le facteur est un homme pressé, mais il a toujours un mot gentil pour ceux qu'il croise en coup de vent. Belle journée, hein? Ouais, ça va le chien? Ouais, j'espère que le temps va durer. Hein. Ouais, et puis ici, on est bien abrité, hein? Avec ce soleil, là, il fait chaud aujourd'hui. C'est mieux qu'en été. Ils me connaissent bien depuis le temps. Ça fait 26 ans que je fais ça. Ils ont appris à me connaître. Quand il y a des nouveaux qui arrivent sur l'île, ils ne mettent pas longtemps avant de me croiser. Le facteur passe tous les jours. Ça fait partie de mon travail. Dans les Hébrides, l'échelle des températures et de la force du vent ne sont vraiment pas les mêmes qu'ailleurs. Toujours en bras de chemise, Billy brave la fraîcheur matinale sans frisson et fait mentir le vieux dicton écossais « Le mauvais temps n'existe pas, juste le mauvais vêtement ». Pour un habitant de Tighery qui est né et qui a grandi ici, c'est juste une petite brise.
En fait, c'est même une belle journée, croyez-le ou pas. Il faut vivre le plus près possible de la nature quand on vit sur une petite île comme ça. Tu dois affronter les éléments tous les jours. Il y a de belles journées, mais tu dois aussi supporter des journées très mauvaises. Tu es à la merci des éléments. Les questions sont: qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu peux le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? Les habitants de Tighery tiennent à la réputation de leur île, l'endroit le plus vanté d'Écosse. Parfois, la réalité dépasse ce slogan anodin de dépliant touristique. Dans les îles de l'Ouest, la pluie et le vent trouvent deux alliés redoutables, la houle et les vagues. En Écosse, les tempêtes hivernales oscillent entre rage et fureur. Aujourd'hui, Billy a enfilé son ciré de marin-pêcheur. Il vient dépanner Ross, le capitaine d'Atlantis, un des 7 petits bateaux de pêche de Tighery. Tous les dimanches, les marins récupèrent leur pêche de la semaine. Des tonnes de crustacés précieusement conservés vivants dans des casiers. Crabes, homards, langoustines, étrilles. Les eaux de Tighery sont réputées pour être très riches en nutriments. De plus, il n'y a pas de surpêche ici. Les marins préservent leurs trésors. Les viviers sont à quelques mètres des rochers, protégés de la houle. Ross, le capitaine, n'a pas le droit à l'erreur, mais le travail doit se faire quelles que soient les conditions de mer. À cause de l'isolement de l'île, la pêche ne peut être expédiée qu'une fois par semaine. Et c'est le dimanche, le seul jour où un camion vient sur l'île charger la marchandise. Quand tu vis dans une petite communauté, il faut être prêt à dépanner les copains ou demander de l'aide. Sur cette île, on a de la chance, on est très soudés. Je descends au port et dans les 10 minutes, je me retrouve à donner un coup de main à Ross ou à Callum. On doit avancer ensemble. On ne peut compter que sur la communauté. Pour les pêcheurs de Tighery, une course contre la montre a débuté. À peine débarqués, les hommes n'ont que quelques heures avant la nuit pour trier et peser crabes, étrilles et homards en quantité impressionnante. C'est un gros, ça. Une belle prise. Il a 10 ans, peut-être plus.
Le camion vient d'arriver sur le quai. Le lendemain matin, il sera à Oban, en Écosse, sur l'île principale, avant un long périple du nord au sud, à travers l'Europe. Tout ce qui est pêché dans les eaux de Taïri est vendu en Espagne, 5e pays consommateur de poissons et de fruits de mer dans le monde. Mais avant le soleil espagnol, la précieuse cargaison doit être emballée à la main, sous le regard de Sam, l'exportateur écossais. Taïri est une des meilleures îles sur la côte ouest, et peut-être même de toute l'Écosse en termes de qualité de crustacés. Regardez ces étrilles, ces homards, ces langoustines. Ensuite, on les met dans des cuves remplies d'eau, avec un système de pompe à air qui oxygène l'eau. Et puis on espère que ça les garde en vie. La plupart du temps, ça marche, vous savez. Et les Européens, nous on veut plus d'argent. Peu importe le Brexit, on est toujours amis. Je suis né et j'ai grandi ici. Mon père était de l'île, ma mère aussi. On ne peut pas être plus de Taïri que moi. Taïri, c'est chez moi. Et ce sera toujours le cas. Quand tu regardes autour de toi, on n'est pas si mal que ça ici. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de quitter l'île. J'étais plutôt content de rester. Quand Feu, mon père, a pris sa retraite, j'ai repris la ferme. J'avais une trentaine d'années. Je n'ai aucun regret. C'est comme ça que je voulais vivre. Et j'espère que j'en ai encore pour quelques années ici. Dans l'archipel des Hébrides, une dizaine d'îles seulement est habitée, comme Taïri, l'île de Billy Box. L'archipel compte 500 îles et îlots. La plupart des îles sont totalement préservées. Certaines ont été abandonnées par leurs habitants au début du XXe siècle. Coupées du monde, ces miettes de terre gaéliques sont le paradis des oiseaux migrateurs. Laura Robertson se rend dans les Hébrides extérieures sur l'île de Barra. Le petit aéroport local est unique au monde. Les pilotes qui assurent la liaison aérienne entre l'Écosse et les Hébrides doivent consulter l'annuaire des marées avant de se poser. La piste d'atterrissage se découvre 2 fois par jour à marée basse. Laura est ornithologue. À Barra, elle n'est qu'en transit vers sa destination finale, l'île Mingulay, où elle s'apprête à vivre une expérience hors du commun, exilée volontaire sur une île déserte. C'est vraiment une opportunité fantastique de pouvoir partir dans un endroit aussi isolé. C'est un défi. Il n'y a pas de boutique au coin de la rue. Quand la météo est mauvaise, tu n'as qu'à fermer les écoutilles et faire de ton mieux pour travailler. Je pense que pour passer du temps seul sur une île déserte, il faut bien se connaître. Il faut savoir détecter tes baisses de morale et ne pas se laisser abattre.
Le départ de Laura est prévu le lendemain matin. Depuis plusieurs semaines, elle se prépare à quitter la civilisation. Mais ce soir, Laura est déjà ailleurs, là-bas sur son île. Je m'intéresse à l'endroit où je vais vivre les 3 prochains mois. Les gens de Barra connaissent plein d'histoires sur Mingoulay. Ça ouvre l'appétit. Ça me permet d'en savoir plus avant d'y aller. Après des années passées à travailler dans un cabinet comptable, Laura a décidé de tout plaquer et de changer de cap. Son travail désormais consiste à partir en mission au plus près de la faune écossaise pour étudier le comportement des oiseaux marins. Mais au lever du jour, la traversée vers l'île de Mingoulay paraît compromise. Salut! C'est bien toi, Donald? Oui, c'est moi. Moi, c'est Laura. Je cherche un bateau pour aller à Mingoulay. On m'a dit qu'il fallait que je m'adresse à toi. Oui, c'est mon bateau qui fait la traversée. Mais il ne fait pas assez beau pour y aller aujourd'hui. Et tu penses y aller quand? J'espère pouvoir y aller demain. Ok, et ça prend combien de temps pour y aller? À peu près 1 heure. 1 heure. Ça dépend de la météo. Et ça va s'améliorer? Les prévisions ont l'air meilleures pour demain. Alors avec un peu de chance, on ira demain. Donald MacLeod a été patron pêcheur entre l'Écosse et les îles Féroé durant plus de 30 ans. Il est le seul marin du coin à se rendre de temps à autre à Mingoulay. Il n'y a pas de port, pas d'abri, et il y a toujours un peu de houle. Il faut vraiment que ce soit une belle journée pour accoster. En Écosse, pour prendre la mer, il faut saisir les accalmies du temps, les rares moments où l'océan se repose un peu. Cette fois, c'est le bon départ. Laura ne reverra pas le port de Barra avant la fin de l'été. Elle peut dire au revoir au monde moderne, trop tard pour reculer. Comment doit-on se préparer pour aller à Mingoulay? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment possible. Je suis déjà allée sur plusieurs îles avant, mais pas aussi isolées ou hostiles que Mingoulay. C'est pas juste une question de travail. Là, on parle de vivre là-bas, de profiter de ce temps-là pour en tirer une vraie expérience humaine. En longeant les falaises, Laura découvre son nouveau territoire et le comité d'accueil. Les phoques sont chez eux sur l'île de Mingoulay. D'habitude, rien ne vient les déranger. Curieux, ils observent l'arrivée de Laura. On peut voir la maison où je vais passer les 3 prochains mois. C'est l'ancienne école. Elle a été remise en état par l'organisme écossais de conservation du littoral. Je suis impatiente de découvrir ma nouvelle maison pour l'été. Attention, c'est glissant ici. Les 3 prochains mois, le bateau de Donald ne reviendra qu'en cas de besoin pour l'avitaillement de Laura.
Désormais, l'île lui appartient. Mingulay n'a pas toujours été vierge de toute vie humaine. Depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes ont vécu ici, accrochés à une vie hostile. En 1912, elle a été abandonnée aux oiseaux par ses derniers habitants. À la fin du 19e siècle, 180 personnes habitent encore sur l'île. Un peu d'élevage, de pêche et de chasse aux oiseaux, dans les moments les plus rudes, leur permettent de survivre. À cette période, 48 enfants sont même scolarisés dans l'école de Mingulay. La partie principale du village est ici, dans la baie. Vous pouvez voir là où s'arrête le sable, c'est le début du village. Il y a encore pas mal de ruines des anciennes maisons, certaines dans un meilleur état que d'autres. Et tout là-haut, il y a l'ancienne église. Elle est beaucoup plus récente dans l'histoire de l'île. Le scorbut, les fièvres, la mortalité infantile auront finalement raison du courage des familles de Mingulay. Les sites comme celui-ci font vraiment partie de l'histoire de tous ces gens qui ont vécu dans les Hébrides par le passé. Même aujourd'hui, c'est toujours présent dans l'esprit des gens qui vivent dans cette région. Quelque part, ça fait toujours partie de leur vie. De ce passé, Laura ne partage que l'unique source d'eau douce de Mingulay qui a permis aux hommes de vivre ici pendant des siècles, loin de tout. Laura a vite pris ses marques et apprivoisé le temps qui s'offre à elle. Durant des semaines, elle va arpenter les falaises et les plages de l'île, suivre la route du vent et vivre au rythme des colonies d'oiseaux. En menant une existence sans contrainte, l'ornithologue réalise le rêve de beaucoup de gens. S'isoler ainsi sur une île déserte, telle une naufragée volontaire. Ma vie ici est différente de celle que j'ai chez moi. Mais en même temps, ce n'est pas si éloigné. 3 mois, c'est vite passé. Avant qu'on s'en rende compte, les oiseaux auront quitté les falaises. Je n'aurai plus rien à étudier et ce sera le moment pour moi de rentrer à la maison en laissant Mingulay derrière moi. Ça va passer en un clin d'œil. Pour atteindre les colonies d'oiseaux, Laura parcourt chaque jour des kilomètres à pied sur les sentiers de Mingulay. Elle a appris à cohabiter avec ses seuls voisins. C'est plus leur plage que la mienne. Moi, je ne suis là que pendant l'été. Ils passent toute l'année dans ces eaux et sur ces côtes. Je suis juste de passage. Tu marches le long de la côte
Tu penses que tu es seul et tout d'un coup, hop, une tête apparaît. Hey, salut toi. Ils sont très curieux. Ils viennent voir ce que tu fais et ils te suivent un peu. Les voisins les plus proches, ce sont les phoques. C'est fantastique. Le travail de l'ornithologue nécessite une bonne condition physique. Mingoulay est une île de pierre et de tourbe où il n'est pas toujours facile d'évoluer. Les falaises toisent l'océan Atlantique à 220 mètres au-dessus de la mer. Les oiseaux ont fait de cette paroi verticale leur royaume. Un refuge en plein ciel pour nidifier entre deux migrations. Impossible pour Laura d'être sujette au vertige. Elle passe des heures accrochée au flanc de ces falaises parmi les plus hautes d'Écosse. C'est probablement un des endroits les plus impressionnants pour observer les oiseaux. On est très haut et on regarde vers le bas en surplombant le vol des oiseaux. C'est vertigineux. La première fois que je suis venue, j'ai eu le souffle coupé. Il y a un beau mélange d'oiseaux marins ici. Il y a des mouettes tridactyles, des petits pingouins, des guillemots, des fulmars boréales et en bas, des cormorans huppés. Laura travaille pour le National Trust for Scotland, le conservatoire des richesses naturelles et historiques de l'Écosse. Elle effectue un recensement précis des populations d'oiseaux. Cet inventaire minutieux permettra d'améliorer la conservation et la protection des espèces. Le fulmar boréal, infatigable coureur d'océan. Il passe l'essentiel de son existence en pleine mer. Le grand labe, son bec féroce est capable de tuer ses congénères pour se nourrir ou défendre son nid. À Mingoulay, Laura est à la meilleure place pour admirer la beauté du monde sauvage. Ils ont l'air de se dire, qui est cette étrange créature qui n'a rien d'autre à faire que de venir tous les jours au bord de la falaise nous surveiller? Qui sait ce qu'ils pensent? Dans les coins perdus comme ici, il n'y a pas de réseau téléphonique. On ne peut pas appeler les secours. La seule chose qu'on m'a donnée pour venir ici, c'est ce tracker GPS. Je le mets en marche le matin, dès que je sors, et quand je rentre le soir, je dois appuyer de nouveau. Si je tombe et que je me casse la cheville alors que je suis en plein milieu de l'île, j'appuie là et ça envoie immédiatement un message aux gardes-côtes et ils viennent pour m'aider. Mais ici, le plus important, c'est de ne pas prendre de risques. Quand il fait beau, c'est magnifique. Et c'est un bonheur de passer du temps dans un endroit aussi superbe, avec une faune aussi étonnante. C'est fantastique. L'île a une personnalité différente selon la météo. Quand la tempête fait rage, on n'est pas toujours en paix. Mais j'ai de la chance de travailler ici. Après 3 mois d'isolement au cœur d'une nature sauvage, Laura a terminé son travail à Mingoulay à la fin de l'été. Elle attend avec impatience une prochaine mission sur une autre île.
Plus à l'est, l'Écosse offre un tout autre visage éloigné des îles et des influences océaniques. C'est le Cairngorms, au centre des Highlands. Emma O'Shea est une montagnarde, vaillante et infatigable. Aujourd'hui, avec Moss, son fidèle compagnon, elle participe à une célèbre course de montagne, un trail dans le parc national de Cairngorms. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire et je ne sais toujours pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est que je veux travailler dehors. J'adore ma façon de vivre. Certaines personnes la détesteraient, mais pour moi, c'est le bon choix. Je ne peux pas imaginer être toute la journée enfermée à regarder par la fenêtre ce qui se passe dehors. Je suis heureuse. J'aime quand il pleut, quand il y a du vent. Ça reste un plaisir d'être dehors, en montagne, en forêt. Et si en plus il fait beau, c'est le top. « 1600 mètres de dénivelé en courant, 2 heures d'épreuve et de compétition dans le froid et l'humidité. Mais après quoi court Emma ? Née dans le nord de l'Angleterre, arrivée en Écosse à l'âge de 18 ans, Emma consacre tout son temps et son énergie à gravir les pentes. Géologue de formation, elle travaille aujourd'hui comme guide de montagne. Voici le monde d'Emma, les terres hautes, les Highlands. En Écosse, plus on s'éloigne du centre en allant vers le nord, plus le territoire est dépeuplé. Les Highlands semblent être en limite d'un monde connu. C'est un mélange et une succession de lacs aux monstres légendaires, de montagnes pelées et de forêts millénaires. C'est ici qu'Emma a nourri son imaginaire et ses rêves de montagne. Mon premier voyage, c'était il y a presque 20 ans, à Chamonix, dans les Alpes. J'ai fait le tour du Mont Blanc. Après ça, je suis allée dans l'Himalaya, au Népal, en Inde et dans les Andes. J'adore les montagnes, mais j'aime surtout les gens des montagnes. Comme je dis souvent, au final, ce qui me reste, ce sont les rencontres. Les gens à qui j'ai parlé pendant le voyage. Ceux qui vivent sur place. C'est ça qui me fait rêver. Ça va, ça passe. Emma a pris la tête d'une petite troupe de collégiennes. L'escapade du jour va les emmener dans les collines qui forment les contreforts des Highlands, en bordure du parc national du Cairngorms. Au programme de la journée, travaux pratiques à ciel ouvert. Ce sont des boutures. Tout le monde en a? Alors prenez les outils et 5 arbres par groupe. C'est parti. Emma est volontaire dans cette association qui sensibilise les jeunes à la reforestation des montagnes écossaises. Aujourd'hui, on plante des noisetiers sur une colline où il n'y a pas eu d'arbres depuis des centaines d'années. Ce sont les hommes qui ont coupé les arbres pour construire les maisons.
Et là, on a l'occasion de les replanter. Ça a beaucoup de sens pour moi, parce que les arbres sont indispensables à la faune et aux hommes aussi. Je suis très heureuse de pouvoir faire ça, de replanter ces collines. L'opération reforestation est au programme des cours de sciences naturelles des collégiens des Highlands. Ils découvrent ainsi que ces montagnes pelées étaient recouvertes de forêts il y a des milliers d'années. Je suis contente d'être volontaire dans ce cadre-là. C'est bon pour le futur et c'est une bonne expérience pour moi. Et peut-être que ça va me donner des idées pour mon avenir. Je repasserai dans 20 ans pour voir si les arbres ont bien poussé. Combien d'arbres vous avez plantés? 10? Alors encore 20 et vous aurez droit au chocolat chaud. On peut voir autour de nous des arbres qui font à peu près 1 mètre de haut. Ils n'étaient pas là il y a 10 ou 15 ans. Alors, quand on sera tous vieux, il y aura une forêt ici. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on espère. En hiver, les montagnes peuvent changer de visage en quelques minutes. À cette latitude, une mauvaise météo peut vite faire chuter les températures ou se transformer en tempête. Partout dans les Highlands, des hommes ont construit des bossis, des refuges sommaires dont les montagnards connaissent les positions. Un toit, 4 murs en tôle, un poêle à bois pour chauffer l'eau du thé. Les bossis font partie de la culture écossaise. Robert Scott, pionnier des activités de montagne en Écosse, est une légende dans la région. Dans les années 50, il est un des premiers à baliser les chemins des Highlands. J'ai 89 ans. Aujourd'hui, à mon âge, je ne peux plus escalader les montagnes. Mais j'aime toujours être près d'elles et les admirer. J'écris des histoires sur le bon vieux temps, l'époque où je pouvais encore grimper. Ça, c'est mon 4e livre. Et je vais essayer d'en écrire 1 ou 2 encore, avant d'être centenaire. Emma aurait pu enseigner la géologie, son premier métier, ou travailler dans un laboratoire. Mais depuis ses premiers pas dans les Highlands, que son père lui a fait découvrir à l'âge de 8 ans, elle a nourri bien d'autres rêves d'aventure, de montagnes et de grands espaces. Depuis 20 ans, elle explore le cœur des Highlands hors des sentiers battus. En fait, Emma s'est inventé un métier sur mesure. Guider des marcheurs ou des montagnards comme elle, amoureux des richesses naturelles de l'Écosse. C'est comme un voyage dans le temps. Il n'y a personne ici, seulement les ruines du château au milieu des bois. C'est magique et mystérieux. C'est un endroit spécial. Ce château a une histoire incroyable. Au XVIe siècle, il y avait une lutte entre 2 familles de la région, les Forbes et les Gordons. Les Gordons étaient propriétaires de ce château.
Un jour, les 7 fils sont partis chercher de la tourbe pour mettre dans la cheminée. Mais leurs ennemis, les Forbes, sont venus et ont massacré les 7 garçons. Ils les ont décapités et planté leurs têtes sur des pics. C'est vraiment terrible, mais la fin est encore plus triste. Quand le père a appris la nouvelle, il est tombé dans les escaliers du château et en est mort. Ici, là, juste où on se trouve. C'est une de mes montagnes préférées. Elle fait partie des Munros. Le sommet est à 1000 mètres. C'est une belle balade. La vue du sommet est à couper le souffle. On peut voir toute l'Écosse de là-haut. Le massif de Munro est un des territoires les plus sauvages de l'Écosse. 9 montagnes, dont le Ben Nevis, le point culminant des îles britanniques. Emma débute l'ascension du Schialion, un sommet légendaire. Tous les Écossais connaissent son nom. Le mont Schialion est entré dans l'histoire il y a 3 siècles pour des raisons surprenantes. C'est une histoire vraiment intéressante qui remonte à 1774. Ils avaient décidé d'utiliser cette montagne pour voir s'ils pouvaient évaluer le poids de la Terre. Cette montagne a été choisie parce qu'elle a une forme parfaitement conique. Ils se sont dit qu'en venant en haut de cette montagne pour y faire des relevés avec un fil à plomb et en appliquant les lois de la gravité de Newton, ils pourraient découvrir le poids de la Terre. Et ils ont réussi. Après des mois d'entraînement, Emma a atteint son Graal. Elle a intégré le Scottish Mountain Rescue, les sauveteurs de montagne. 800 volontaires sélectionnés pour porter assistance aux personnes en difficulté. Dans le grand massif du Munro, il est facile de se perdre. J'ai toujours voulu faire du sauvetage en montagne. Aller en montagne la nuit par temps de neige ou de brouillard et être capable de ramener quelqu'un, c'est quelque chose de très particulier. Dans notre équipe, il y a 50 personnes, mais seulement 5%, peut-être même 2% sont des femmes. Ce que l'on partage tous, c'est notre passion pour le sauvetage et l'envie d'aider les gens. Bon, c'est un peu cliché, mais j'ai toujours voulu laisser quelque chose derrière moi. J'ai travaillé dehors, j'ai tracé de nouveaux sentiers, j'ai planté des arbres, mais être capable de sauver des gens, c'est encore plus fort. C'est pour vivre ces moments-là qu'Emma a choisi de devenir guide de montagne. Rien ni personne ne peut lui voler ces instants de plénitude. Pour Emma, nul besoin d'aller au bout du monde pour vivre l'aventure. Amoureuse de ces montagnes, cette jeune femme écossaise a choisi finalement de transformer sa vie en un long voyage sur les sentiers de sa propre liberté. C'est important de pouvoir faire une pause. Le temps s'arrête. On passe notre vie à courir dans tous les sens. Alors c'est appréciable d'être ici, dans les montagnes, au bord de l'eau, à regarder le feu. Je fais ça avec des amis, ou alors toute seule, ou avec mon chien. La plupart des gens penseraient sans doute que ce n'est pas un 5 étoiles ici, mais pour moi ça l'est. Je me sens bien. En fait, c'est bien mieux qu'un 5 étoiles. C'est ça la vie.